Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité dans ce webinaire à l'initiative du Comité France du Bloc national. C'est un comité, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un comité du Bloc national, donc en France, qui œuvre au service de la diaspora pour leur donner la parole et l'action. Et depuis peu, à travers nos pages Facebook et Instagram, il s'adresse désormais à toute la communauté libanaise francophone dans le monde. Comme vous l'avez entendu, merci infiniment à M. Bahoud de nous accorder ce webinaire dans une période qui, je crois, est très chargée pour lui, à la veille d'un voyage de surcroît, visiblement. M. Bahoud, qu'on ne présente pas, est professeur à Sciences Po. Il est chercheur au Carnegie Endowment for International Peace à Washington, D.C. Et il va prendre à la rentrée de septembre la direction de l'Institut Haïssam Fadis Al-Ayyoubi, qui est un institut de sciences politiques à Beyrouth. Avant de lui donner la parole et de parler du sujet qu'il va traiter, je voudrais préciser aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions par écrit et uniquement par écrit. Je les répercuterai à M. Bahoud tout à l'heure. La semaine dernière, j'ai vu des mains se lever. Je ne pourrai pas vous donner la parole. C'est ainsi que le système de notre webinaire est conçu. Donc, j'en suis désolée. Écrivez vos questions. Pour le sujet qu'on va traiter donc ce soir, qui sont les différents scénarios de sortie de crise, ce n'est pas une mince affaire, et la volatilité régionale. Monsieur Bahoud, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord à tout le monde et à vous, Maître Bared. Bon, effectivement, je suis moi-même aujourd'hui dans une sorte de transition un tout petit peu compliquée et difficile entre le Liban et Beyrouth. Je dis ça parce que c'est une façon pour moi peut-être de penser à ceux qui m'écoutent ce soir en regardant les noms. Je crois comprendre que la majorité des auditeurs sont probablement à Paris, membres du Bloc national, mais il y a aussi certaines personnes que je pense savoir à Beyrouth, et donc je vais essayer aussi de situer mon propos un tout petit peu entre les deux, puisque une bonne partie de ceux qui m'entendent ce soir sont un tout petit peu peut-être pas déconnectés, mais loin disons, de la réalité physique de ce qui se passe ici, et d'autres sont au contraire particulièrement au cœur de ce qui devient une tragédie en fait à partir des derniers jours ou des dernières semaines, il faut bien l'appeler. Alors justement, j'ai choisi ce titre parce qu'en fait, mon propos va osciller en permanence en fait entre la complexité régionale, la complexité de la situation libanaise qui, pour la première fois depuis très longtemps, mêle plusieurs registres et plusieurs niveaux, et la complexité et la volatilité de la situation régionale qui, elle aussi, est peut-être, sans faire d'exagération et prendre de risques, un tout petit peu sans précédent aussi, puisqu'on est en plein, et en tout cas à la veille de grands renversements et de grands bouleversements dans la région. J'en dirai un mot tout à l'heure. Tout ça pour dire, alors ce sera un tout petit peu mon premier point pour remettre un peu les choses dans la focale un peu longue, c'est-à-dire à sortir du dernier mois ou des 3-4 dernières semaines des développements au Liban, pour dire qu'en fait, on est en train d'analyser une situation extrêmement dense. Il y a une densité du moment qui est très très peu vécue dans ce pays, même pendant la guerre. On est parti à partir du 17 octobre d'un moment que certains ont voulu appeler révolutionnaire, qu'on peut peut-être appeler révolutionnaire, en tout cas philosophiquement il est, même si politiquement, je ne sais pas très bien si on parle d'une révolution ou d'un soulèvement populaire, un moment révolutionnaire donc autour du 17 octobre, pour arriver aujourd'hui à un moment où pratiquement la focalisation est tout à fait, peut-être pas différente, mais elle est un tout petit peu décalée, puisqu'elle porte sur aujourd'hui des modalités simplement de survie économique, de survie politique et de recherche de sortie de crise. C'est pour dire qu'on est passé en quelques mois, en 7 ou 8 mois,
d'un moment de très très forte euphorie et beaucoup d'espoir le 17 octobre, à quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus proche du désespoir total et d'une sorte de noirceur extrêmement difficile à supporter, bien entendu, pour ceux qui la vivent, mais très difficile à élucider et à déchiffrer pour ceux qui l'observent et essayent d'en faire sens. Juste pour rappeler, en 7-8 mois, la conflagration, enfin la convergence des crises a été vraiment sans précédent. Une crise, enfin une révolte populaire, une crise politique, la démission du gouvernement précédent, la formation très compliquée, très difficile et au forceps d'un nouveau gouvernement, le Covid, qu'il faut aussi remettre un tout petit peu dans cette optique-là, qui est une crise mondiale en fait, et je dirais tout à l'heure comment elle pèse aussi sur les scénarios de sortie de crise au Liban, puisque le monde est en train, peut-être pas de changer dans sa conception ou son acception géopolitique, mais les facultés du monde à être plus à l'assistance des pays comme les nôtres va sérieusement diminuer, va singulièrement diminuer dans les années qui viennent. Et enfin, on a aujourd'hui quelque chose que beaucoup voyaient venir, mais que certains ne voulaient pas, disons, admettre, ou ne voulaient pas admettre, ne voulaient pas en admettre l'imminence, c'est l'effondrement quasi total de l'architecture économique et financière du pays, avec ce que ça menace sur la paix sociale et probablement la grande transformation de la société libanaise, c'est-à-dire pratiquement la disparition de classes sociales entières, la classe moyenne en l'occurrence. Alors, pour faire sens de ce moment extrêmement dense et de cette concentration en fait immense de défis sur le pays depuis 7-8 mois, moi je suis souvent tenté de parler ou de prendre cette figure d'une sorte de théâtre sur lequel en fait on a en parallèle mais en même temps en convergence avec des plateformes entre elles, on a 4 scènes. Scène sur laquelle se joue le drame ou la tragédie, comme vous voudrez. Les 4 scènes sur lesquelles en fait se joue l'avenir de ce qui est en train de se passer au Liban. Et c'est un peu ces 4 scènes que je vais disséquer l'une après l'autre rapidement pour ensuite passer à ce qu'on peut en attendre et les scénarios de sortie, les scénarios tout court, en fait, sinon de sortie, mais d'évolution. Certains de ces scénarios ne sont pas des scénarios de sortie, ce sont des scénarios, au contraire, d'aggravation et d'approfondissement de la crise, malheureusement. La première scène sur laquelle il faut s'arrêter un tout petit peu et la comprendre de façon un peu moins simpliste que certains le font parfois, c'est la scène du pouvoir. La scène du pouvoir dans laquelle il y a la scène du gouvernement. On a tendance aujourd'hui peut-être à se surfocaliser sur ce gouvernement Hassan Diab, qui est une sorte de fantoche en fait de gouvernement, d'acteur pratiquement hologramme, c'est-à-dire un acteur qui n'existe pas vraiment en fait, qui n'a pas les conditions de son existence, qui n'est que le reflet en fait d'une classe politique toutes confondues. Et je sais que je prends le risque ici de l'amalgame, mais je vais dire pourquoi je pense ça. D'une classe politique en fait qui est arrivée à bout de souffle en octobre 2019, mais en fait qui était arrivé déjà à bout de souffle avant. Et le moment d'octobre 2019, le 17 octobre, est un moment peut-être de prise de conscience et de passage à l'acte ou d'actation de cet essoufflement de la classe politique ou du pouvoir en général. Et ce pouvoir qui en fait avait réussi depuis quelque temps, depuis en gros le compromis présidentiel qui avait amené le général Hollande à la présidence, à surpasser ses propres clivages et ses propres divisions. Je fais là référence bien entendu au clivage principal qui est celui autour duquel la vie politique libanaise est organisée depuis 15 ans et peut-être un peu plus, c'est-à-dire celui du 14 et du 8 mars. Il y a eu un dépassement pendant 3-4 ans, les 3 ou 4 années précédentes, de ce clivage sur le fond du compromis présidentiel. Et ce pouvoir qui est arrivé à bout de souffle, encore une fois, je le dis, tout confondu, c'est-à-dire avec son mode de gouvernance, son mode de gestion ou de non-gestion, son accumulation des déficits en tout genre et le fait de repousser les problèmes toujours à plus tard,
a cru pratiquement peut-être se sortir de son impasse et de sa crise profonde le 17 octobre ou les semaines qui ont suivi le 17 octobre, en essayant de réactiver peut-être ce clivage entre 14 et 8 mars. Moi, je pense que c'est une stratégie en fait bien conçue de la part de la classe, je dirais, dominante ou politique, de réactiver ce clivage. D'abord parce que c'est une technique contre-révolutionnaire assez bien rodée un tout petit peu partout, c'est-à-dire de réemmener disons la population, la société libanaise dans ce clivage qui en fait est très largement défunt puisque les deux parties de la classe politique continuent de s'affronter sur quelque chose qui aujourd'hui est vide de sens puisqu'ils ont communié tous les deux dans la mauvaise gestion et dans la fabrication de la crise dans laquelle on est. Et d'autre part, parce que les vraies questions aujourd'hui ne se posent plus sur cette ligne de clivage-là, ou en tout cas, elles ne se posent plus uniquement sur cette ligne de clivage. Et c'est là où on a vu un peu cette chose un peu bizarre, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale qui meurt et qui cède le pas à un gouvernement de monochrome, qu'on veut appeler monochrome, mais en fait dans lequel subsistent des traces ou des relégats en fait de ce qu'on peut appeler l'ancien régime ou l'ancienne classe politique qui continue à survivre par le biais de certains alliés de circonstances ou des alliés qui sont parfois contre-intuitifs. Je vais dire exactement ce que je pense ou ce que j'entends par là. Par exemple, c'est saisissant de voir qu'une grande partie des intérêts, par exemple, du camp ex-14 mars dans ce gouvernement sont défendus, par exemple, parfois par quelqu'un comme Nabih Berri et ses ministres ou par d'autres contre des intérêts qui sont supposément ceux du 8 mars, mais dans lesquels on retrouve aussi certains intérêts de la classe financière dominante, etc. Et donc, ce clivage, il est aujourd'hui très largement brouillé, même si on essaye de le réactiver peut-être d'une certaine façon dans une stratégie contre-révolutionnaire de division de la rue. Alors, j'ai dit ici quelque chose d'assez, je pense, important pour la suite, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, et on retrouve un tout petit peu la coagulation ou l'amalgame, sans être péjoratif à ce niveau, entre, disons, une classe politique qui continue de défendre son existence face à une rue qui a peut-être pendant quelques jours, mais pas plus, paru mettre en danger sa perpétuité. Probablement que c'est fini à la fin d'octobre ou au début de novembre, ce moment-là. C'est-à-dire une classe politique qui a pris la gifle du 17 octobre de façon très forte, qui a chancelé, qui a été probablement largement groggy pendant un moment, mais qui très vite ensuite s'est ressaisie en faisant une série de choses. Donc, la démission de Saad Hariri en était peut-être une, c'est-à-dire dire je jette le gant, je ne gère plus cette situation ingérable. On a inventé un personnage falot qui vient, lui, gérer cette crise avec un camp politique qui le soutient, mais sans le soutenir vraiment, à savoir le Hezbollah et le camp du président de la République, puisque quand on regarde dans les détails, en fait, la plupart des actions de ce gouvernement, lorsqu'elles sont prises lors d'un jour ou d'un conseil des ministres, sont en fait faites par les mêmes forces qui soutiennent le gouvernement quelques jours après. Soit c'est le président de la Chambre qui fait voler en éclats la loi sur le capital contrôle, par exemple, alors qu'il est représenté au gouvernement, ou la ministre de la Justice qui ne signe pas les permutations judiciaires alors qu'elles sont agréées par d'autres forces au sein du gouvernement, etc. On peut continuer un tout petit peu tout cela. Et l'épitome de cette sorte de théâtre d'ombre, ça a été le moment FMI, c'est-à-dire le moment où pratiquement le gouvernement ou les forces politiques au pouvoir se sont en fait fritées avec elles-mêmes sur le chiffrage de la crise et sur la marche à suivre par la suite, dans une sorte de clivage qui, au fond, a mis à nu, à mon avis, le bras de fer dans le pays entre ceux qui continuent à vouloir sauver leurs intérêts. Et leurs intérêts ici, c'est au vrai sens du terme des intérêts matériels, financiers, de domination, etc. Et ceux qui, au contraire, veulent, en sortant de la crise,
soit certains profitant de la crise pour passer à autre chose, soit certains comme les forces dont vous faites partie peut-être, en se disant tout ce mode de gestion n'est plus possible à continuer, il faut passer à autre chose, mais pour passer à autre chose, il faut faire le bilan extrêmement dur et sans complaisance de ce qui a été fait, non pas dans les 3 ou 4 dernières années, non pas peut-être dans les 15 dernières années, et là je fais référence à 2005 et au clivage 14 et 8, mais peut-être revoir en profondeur tout ce qui a été fait depuis 92, depuis la sortie de la guerre, et c'est un peu l'approche peut-être du bloc national, qui tentent à dire, au-delà de leur clivage, les forces politiques qui constituent la classe politique dominante, au fond, sont toutes coupables de cette situation dans laquelle on est, c'est-à-dire de l'accumulation des dettes, des déficits, etc. Parce qu'au fond, les choix de politique économique qui nous mènent aujourd'hui à là où on est, ils ont été faits non pas en 2016 ou 2017, non pas en 2008 lors de la crise des subprimes, non pas en 2005 après l'assassinat de Rafik Hariri, mais tout de suite après la guerre. Ce sont des choix conscients qui ont été faits. Je ne les condamne pas en valeur, mais je dis qu'il faut admettre de les relire aujourd'hui à l'aune de la situation dans laquelle on est et de redistribuer, comme on parle de redistribuer les pertes, mais de redistribuer aussi la responsabilité politique entre ceux qui ont commencé à partir de 92 à construire une économie politique rentière qui nous mène aujourd'hui à là où on est, à ceux qui ont construit les schémas et les réseaux d'économie mafieuse à l'époque entre le Liban et la tutelle syrienne, puis ensuite qui ont construit la prolongation de ces réseaux d'économie mafieuse entre les Libanais eux-mêmes en couvrant parfois leurs ennemis, et là je parle des deals qui ont été passés avant le compromis présidentiel entre certaines forces du 14 mars et certaines forces du 8 mars sur des dossiers comme par exemple l'électricité, le fuel, certains contrats publics, etc., etc. Alors nous, on continue aujourd'hui, et ça m'aide un peu à déblayer ce que je vais dire par la suite, à se perdre dans ce clivage entre 14 et 8, alors qu'en fait, les chevaux de la catastrophe économique dans laquelle on se débat aujourd'hui, en fait, il dépasse ce clivage et on ne peut pas le comprendre si on n'admet pas que quelque part, il y a eu une sorte de pacte du diable entre les forces antagonistes sur fond d'intérêts économiques et d'intérêts clientélistes et d'intérêts mafieux, j'utilise le mot sans aucune crainte, et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se retrouve. Je parlerai de cela d'une autre façon peut-être un tout petit peu plus tard. Ça, c'est la première scène qui est une sorte en fait aujourd'hui de théâtre d'ombre, mais qui est une scène très largement en crise. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir, comme je disais tout à l'heure, qui a pris un coup sur la tête le 17 octobre, qui a chancelé, qui s'est rétabli par la suite, et ensuite chacune de ses composantes, au-delà du clivage traditionnel 14-8, s'est occupée d'une partie de la récupération de la rue ou de l'avortement du mouvement populaire, ce qu'on est en train de voir justement aujourd'hui. Donc ça, c'est la scène du pouvoir, mais en même temps, cette scène du pouvoir, elle est très largement en crise puisque, ne serait-ce que par la dynamique macroéconomique et la force des chiffres, ce pouvoir n'est plus capable de continuer. C'est-à-dire que ce qui le soutient jusque-là, à savoir le branchement qu'il a opéré sur les prébendes publiques, sur la clientélisation de la société, sur l'hypertrophie de la classe du secteur public, sur etc., le gonflement de la dette, les aides extérieures, ce schéma-là, il s'est effondré aujourd'hui. Et je vois très mal ce pouvoir politique, tout confondu, pouvoir continuer en fait à s'oxygéner avec une économie dans l'état dans lequel elle est. Mais le problème est que ce pouvoir s'agrippe en fait à la fiction juridique qu'est sa mainmise sur l'État pour continuer à survivre. En face de lui, il y a une scène, donc la deuxième scène de laquelle je veux parler, c'est la scène de la rue, de la révolution, de la société civile, de la troisième voie, appelez-la comme vous voulez, je ne veux pas rentrer ici dans ce débat sur les dénominations, qui elle aussi, paradoxalement, et je pense que c'est le cœur de la crise libanaise, est tout autant en crise. Il est tout aussi en crise que le pouvoir qu'il conteste ou qu'il prétend contester, et lui aussi n'a pas de réponse à l'énorme effondrement face auquel est le Liban et sa société. Je crois que les réponses qui ont été
brandis, ou les slogans, ou les grands thèmes qui ont été brandis le 17 octobre, pour intéressants et respectables qu'ils soient, étaient d'abord extrêmement diffus et confus, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de chevauchement entre des thèmes parfois légèrement différents. Tout le monde ne savait pas très bien ce qu'on contestait. Ça s'est clarifié depuis, mais malheureusement, ça s'est clarifié en élargissant le clivage entre les forces sociales qui composent la révolte, mais aussi il y avait une sorte disons, de moment un tout petit peu trop romantique le 17 octobre, qui faisait fi aussi d'un autre défi auquel aujourd'hui on est tous conscients qu'on fait face, c'est le défi programmatique et organisationnel de cette révolution, c'est-à-dire l'incapacité à, disons, stratégiser ce qu'on veut, ce qu'on voulait, de stratégiser d'abord la chute du pouvoir, et la preuve c'est qu'on ne l'a pas réussi. Il y a eu ce moment d'euphorie lorsque le gouvernement est tombé, d'abord comme si c'était vraiment seulement la rue qui l'avait fait tomber et non pas, disons, une feinte intelligente, peut-être tactiquement, de Saad Hariri qui quitte le pouvoir en se disant « je donne raison à la rue et je m'en fais le héros ». Et ensuite je repasse à autre chose, quitte à revenir en chevalier blanc, etc. Bon, tout ça aujourd'hui est fini, mais c'est le calcul qu'il a fait à l'époque. Et tout simplement aussi parce que la rue qui brandissait des slogans ou des thèmes un tout petit peu, disons, flous et pas très pensés, comme on veut un gouvernement de technocrates, etc., s'est retrouvé avec un gouvernement dans lequel il y a des technocrates. Ce n'est pas un gouvernement de technocrates, mais c'est un gouvernement dans lequel il y a des technocrates, on est obligé de l'admettre, mais qui n'est pas exactement celui qu'on voulait. Et là, on s'est perdu aussi dans d'autres thématiques, comme celle des élections anticipées, etc., en justement aussi donnant du grain à moudre à la classe politique qui s'est retrouvée pratiquement remise en selle face à une rue ou une révolution qui, elle aussi, s'est retrouvée en crise depuis pratiquement la fin de l'année précédente et le début de cette année. Pour faire très court, je dirais que pour caractériser cette crise du mouvement entre guillemets révolutionnaire, enfin je dis entre guillemets parce que c'est un mouvement plus de révolte et de soulèvement qu'un mouvement de révolution, je dirais qu'il est traversé par plusieurs sensibilités et plusieurs clivages. Alors, il y a d'abord le clivage sociologique, en gros, même si là, je vais être un tout petit peu schématique et je vous demande de ne pas me prendre au mot. On pourra peut-être affiner tout cela dans la discussion et dans les questions-réponses. Mais il y a en gros, disons, une sociologie en deux parties de la révolte ou du soulèvement à ses départs. Une partie qui était là, disons que c'est la partie, entre guillemets, classe moyenne, libérale, au sens politique et économique, plutôt générationnellement qui se situe dans une génération qui a peut-être connu la vie politique des dernières années et essentiellement le clivage après 2005 entre le 14 et le 8 mars. Et cette sociologie-là, je pourrais dire, sans me tromper beaucoup, que en fait, ce qui l'intéressait, c'était essentiellement la question peut-être de la corruption trop forte, d'une meilleure gouvernance, peut-être du désir de sortir de certains alignements anciens, mais qui n'était pas dans une vision radicale par rapport au système social et politique libanais, il faut l'admettre, qui était là pour changer à la marge, et ça se comprend tout à fait. Certains disaient il faut remettre la balle au milieu du jeu, refaire des élections, etc., mais sans rentrer dans les détails de l'aspect structurel et structurant du système politique. À côté de cela, il y avait une autre frange le 17 octobre et dans les semaines qui ont suivi, qui est une frange d'abord générationnellement plus jeune. J'insiste là-dessus parce qu'elle est moins informée et moins impactée par les clivages qui ont structuré la vie politique jusque-là, essentiellement 14 et 8. Elle a une vision plus radicale de la transformation du système politique. Elle n'hésite pas, par exemple, à parler de laïcité totale, d'État complètement civil, de dépassement du communautarisme, mais elle est aussi plus radicale en termes de thématiques
économique, c'est-à-dire que pour elle, ce n'est pas seulement une question d'amélioration de la gestion ou d'amélioration de la gouvernance, mais c'est sortir du modèle rentier dans lequel on était, passer à une autre économie, même si l'autre économie, elle reste un tout petit peu en chantier. On ne sait pas très bien ce qu'ils veulent de cette nouvelle économie. Et c'est sur cette question-là que s'est greffé l'effondrement des dernières semaines ou des derniers mois, l'appauvrissement généralisé du pays, l'explosion du système économique et la tentation auprès de cette partie de la révolution d'avoir recours peut-être à des modes d'action violents, la question des banques par exemple, mais aussi à des réponses disons, programmatiques, violentes et radicales, c'est-à-dire certains n'hésitent plus à dire il faut nationaliser le secteur bancaire, il faut peut-être finir de la classe dominante au sens où elle était en action et au pouvoir depuis 40, 50 et 60 ans, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un moment qui échappe en fait et qui parfois peut être en antagonisme avec la sociologie classe moyenne libérale d'une partie de la révolution. Et je pense que c'est une des crises aujourd'hui du mouvement populaire, c'est qu'il a du mal à compter ses troupes et à savoir qui est qui et qui veut quoi. Alors qui est qui et qui veut quoi, c'est l'autre crise aussi du mouvement révolutionnaire. Tout d'un coup, aujourd'hui, on est dans une impasse aussi plus ou moins programmatique et tactique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Aujourd'hui, le 15 juillet, la protestation ou le mouvement de révolte, il est perdu sur plusieurs questions. Et c'est là où on retrouve le retour, en fait, des questions qui fâchent et qui clivent, qui sont réelles, mais qui sont peut-être des questions à ajourner pour un deuxième temps, c'est-à-dire après avoir réussi à structurer le mouvement de protestation et après avoir réussi à construire une plateforme programmatique suffisamment commune, une plateforme de dénominateur commun, avant de passer aux questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, on les connaît. Elles sont de l'ordre de 3 ou 4 questions. La première, c'est évidemment la grande question, l'éléphant dans la chambre, comme on dit en anglais, de Elephant in the Room, qui est Hezbollah, qui est la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que, comme certains dans le mouvement protestataire, que toute protestation et toute action politique qui ne met pas la question du Hezbollah au centre et à l'avant-plan de la contestation est vain et hypocrite, à la limite, et peut-être contre-productif. C'est déjà une première question. Ou est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être une question qu'il faut programmer pour la suite, quitte à peut-être avoir un débat heurté et difficile avec le Hezbollah sur son avenir, etc., mais pour sauver ce qui peut être encore sauvé du système économique et social et de la société libanaise en fait dans sa vitalité. Bien sûr, le premier camp répondra que tant que cette pierre est là, il n'y aura pas d'afflux de capitaux étrangers et que donc la crise économique s'aggravera, etc., etc. On ne sort pas de ce débat-là sur quelle est la primauté aujourd'hui. Est-ce que c'est la question de la souveraineté, la question du système politique et des forces qu'il active, ou est-ce que c'est la question sociale et économique, avec bien entendu la conscience complète que la corrélation entre les deux ou les articulations entre les deux questions sont là. La deuxième grande question clivante et qui est devenue très très prégnante depuis 3 semaines, en fait, depuis qu'on est rentré dans ce cycle de négociation avec le FMI et depuis surtout que la crise économique est devenue non pas un sujet de discussion entre les Libanais, mais le sujet de leur angoisse permanente, nuit et jour. Certains ne dorment plus à cause de cette question. C'est la question de d'abord la caractérisation de la crise économique, de quoi on parle. Est-ce que c'est une décroissance passagère, comme certains politiques le disent? Est-ce que c'est une crise simplement de déficit des comptes publics, etc., mais qu'en fait on peut continuer ensuite à fonctionner comme avant? Ou est-ce que c'est vraiment la pyramide de Ponzi qui s'est effondrée complètement, des pertes colossales? On peut arguer des chiffres, on peut argumenter sur les chiffres 50, 60, 80 milliards, etc., mais qui se sont évaporés. Et qui est à l'origine de cette chose-là, de cette catastrophe-là, et quelles sont les responsabilités à en tirer. Et sur ça, le mouvement, il est aussi clivé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent la question, et on retrouve la première question,
le drame et le problème, il est essentiellement un problème d'ajustement dû à l'insuffisance des flux de financement extérieur. Ça, c'est une question politique. On règle la question politique, à savoir celle du Hezbollah et de la résistance, et on retrouve le mode de gestion passé. D'autres disent, non, il y a quelque chose de fondamental et de structurel qui s'est effondré. Ce quelque chose de fondamental et de structurel, c'est tout ce qui a été construit, non pas seulement depuis 92 et 93, mais depuis les années peut-être 40 et 50. Certains même peuvent faire le procès au Bloc national d'avoir été dirigé par quelqu'un qui a inventé le secret bancaire, qui pour eux est à l'origine aujourd'hui de la crise. Donc on retrouve aussi des questions, je fais exprès ici de provoquer un tout petit peu le débat auprès de vos militants, mais ce sont des questions qu'il faut mettre devant nous, et des gens qui disent qu'il faut passer à autre chose. Certains de vos partenaires, par exemple politiques, dans l'axe révolutionnaire ou dans l'axe de la protestation, je fais référence au mouvement Mouatinoun et Mouatinat, par exemple, eux pensent que c'est peut-être aujourd'hui le moment de revoir l'architecture de l'économie depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis son moment, entre guillemets, chiite dans les années 30 et 40, et de revoir en profondeur le caractère tertiarisé et assez largement rentier de l'économie libanaise. Donc ça, c'est la deuxième disons, ligne de crête sur laquelle se clive la révolution, et c'est un clivage qui n'est pas facile. Et il va s'accroître au sein des forces contestataires au fur et à mesure que la crise économique gonfle, enfle et les touche, parce que la douleur de la perte va se faire sentir, la tentation d'accuser plus fortement les uns et les autres va se faire sentir, et les tentations d'apporter des réponses radicales à tout cela va aussi se faire sentir. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, elle est plus tactique, mais elle est fondamentale, et elle vous oppose aussi à vous avec certains de vos partenaires dans vos débats quotidiens, dans les négociations quotidiennes que vous avez avec les uns et les autres. Et là, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je sais que ça existe, je parle à certains de vos cadres et je sais que vous butez sur ces questions-là. C'est la question de est-ce qu'on est une révolution constitutionnelle qui va changer les choses à la faveur d'élections législatives. Alors là, on se frite les uns les autres sur est-ce qu'on les veut demain. C'est la réponse, par exemple, du parti phalangiste. Est-ce qu'on les veut après-demain? C'est la réponse qu'apportent d'autres. Ou est-ce qu'on ne veut pas d'élections parce que, comme dit le slogan français bien connu, excusez-moi de la vulgarité du terme, élection piège à con, on ne veut pas d'élections, on veut d'abord faire chuter le système politique et ensuite faire des élections sur base de règles du jeu qu'on veut réinventer complètement. Cette question-là, c'est-à-dire réforme au sein des institutions ou révolution contre le système politique et ne pas jouer son jeu électoral, c'est aussi une question qui clive et qui va de plus en plus cliver. Je mets bien entendu de côté les questions d'alliance, de loi électorale, et là on rentre dans la petite, disons, cuisine du mouvement. La troisième scène, et c'est là où j'arrive à la partie régionale, si vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième scène qui est tout aussi en crise que le pouvoir. Et donc, en fait, c'est assez extraordinaire parce qu'on se retrouve dans un pays où le pouvoir politique tout ensemble, tout entier est en crise, le gouvernement est en crise, son opposition politique classique est en crise, c'est-à-dire l'opposition qui fait partie de la classe politique, et le mouvement de protestation, le mouvement de contestation est lui aussi en crise. Et donc, en fait, on a des acteurs dont aucun n'est en capacité, au moins par rapport à l'autre, d'arracher l'initiative et de vraiment aller là où il veut, même si là où il veut aller n'est pas forcément le bon endroit. Mais personne aujourd'hui n'est capable de bouger par rapport ou en dehors de cette nasse dans laquelle on est enfermé. La troisième scène donc, dont je vais parler aussi rapidement, c'est la scène régionale. Donc cette scène régionale, c'est justement cette scène qui nous entoure et qui fait probablement qu'on est aujourd'hui très largement dans ce temps suspendu, une sorte de limbe dans laquelle parfois certains se disent il vaut mieux qu'on reste dans ce temps suspendu parce que toute sortie de l'ambiguïté de ce temps suspendu va se faire à nos dépens. Et ce temps suspendu, c'est en gros le temps, disons,
qui va de novembre au printemps prochain, c'est-à-dire ce temps qui nous sépare des élections présidentielles américaines, de la reprise ou pas de la négociation entre les États-Unis, le camp occidental, les pays du Golfe et l'Iran, les suites de cette négociation, les suites du développement qui s'accélère aussi, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on ait vu une accélération des développements syriens en parallèle à l'accélération des développements libanais depuis octobre, c'est-à-dire l'effritement financier et structurel du régime syrien, la survenue de l'acte César ou du Caesar Act et de ce qu'il va mettre en jeu, et l'accélération aussi des tensions au sein du régime syrien, mais aussi au sein des forces qui soutiennent le régime syrien dans la région, essentiellement la Russie et l'Iran. Tout cela fait partie un tout petit peu de ce temps régional dans lequel on baigne et dont on attend en fait qu'il se résolve d'une certaine façon, si tant est qu'il va se résoudre un jour, parce qu'il faut rappeler aussi que certaines crises régionales sont là depuis 1917 ou 18 et qu'elles n'ont toujours pas de résolution. Attendre que tout cela se résolve pour voir quelle va être la réverbération de ce type de résolution, guerre ou pas guerre entre les grands sur la question iranienne, etc., pour savoir à quelle sauce on va être à notre tour accommodé. Alors bien entendu, dans toutes ces questions-là ou toutes ces scènes, comme je dis, il s'y déroule des drames, celui-là en est un, mais chaque scène correspond avec l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 scènes complètement parallèles sur laquelle se joue quelque chose, mais tout s'enchevêtre. C'est-à-dire que par rapport à cette question régionale, par exemple, une partie des forces de la contestation est tentée de dire, mais bon, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ce sera le régional qui va résoudre notre problème. Probablement, l'Iran va s'effondrer, le régime syrien va s'effondrer. Ce sera simple à ce moment-là. La force qui obstrue la solution au Liban va se retrouver affaiblie. À ce moment-là, on pourra renverser le rapport de force, on pourra retrouver les anciennes habitudes, le pays fonctionnera. Ça, c'est très bien, mais c'est illusoire. La deuxième force, ou la force contre-révolutionnaire, elle a utilisé le régional dans un moment autour de décembre, janvier, comme en Irak par ailleurs, pour dire attention, on est dans un moment de guerre totale dans la région, je parle du Hezbollah, donc toute velléité révolutionnaire ou toute velléité protestataire au Liban, même si elle se joue sur un mode ou sur un registre économique et social que nous pourrions accepter ou que nous aurions pu accepter, nous, Hezbollah, elle est inacceptable et irrecevable parce que derrière elle, en fait, il y a le risque que s'engouffrent des forces régionales dont le vrai projet, en fait, est de mettre à bas la résistance, l'axe de la résistance qui va de l'Iran à l'Irak en passant par la Syrie, etc. Et donc, cette équation régionale, si vous voulez, elle n'est pas qu'un environnement qui enveloppe la scène libanaise ou les 2 scènes libanaises de la protestation et du pouvoir, mais c'est une scène qui est active sur ces 2 scènes-là et qui est en tout cas activée et utilisée, instrumentalisée par les acteurs du jeu local dans leur stratégie ou dans leur déficit ou leur incapacité à stratégiser. La 4e scène sur laquelle se joue le drame libanais, et là je vais être très rapide parce que j'en ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, c'est la scène sur laquelle l'acteur n'est pas un acteur humain. Les 3 autres sont des acteurs où il y a des décisions qui peuvent être prises dans un sens ou dans l'autre. La 4e, c'est la scène de la macroéconomie, c'est-à-dire c'est une scène sur laquelle aucun d'entre nous n'a prise. C'est la scène des chiffres, c'est la scène des courbes de l'effondrement, c'est la scène du dollar contre la livre libanaise, c'est la scène de l'effritement total du tissu économique libanais, productif et non productif, c'est la scène de la disparition progressive des classes sociales au Liban, des classes moyennes. Et cette scène-là, c'est elle, à mon avis, qui va déterminer la suite des choses dans une sorte de course un tout petit peu désespérée entre elle et la scène régionale. Qu'est-ce qui viendra avant ? Est-ce que le jour où la scène régionale délivrera, si tant est qu'elle délivre encore une fois ses conclusions, il restera quelque chose à sauver au Liban du fait de l'effondrement de la scène économique, ou est-ce que, au contraire, la scène économique va s'effondrer bien avant, c'est-à-dire d'ici la fin de l'été,
avant qu'on ait eu le loisir de voir les géants dans la région finir leur affrontement dans un sens ou dans l'autre. Et si la résolution du conflit régional survient dans les mois, peut-être même l'année et demie qui vient, entre l'Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, etc., en Iran, en Irak et en Syrie, est-ce qu'il restera quelque chose à sauver à ce moment-là, encore au Liban, du fait de l'effondrement de l'économie et peut-être de l'effondrement d'une grande partie de la société libanaise? Est-ce que nous serons prêts, comme Libanais, à aller à ce moment-là sur le strapontin qui nous est laissé dans cette scène régionale pour essayer de négocier un petit bout de l'art qui reste dans la distribution disons, du pouvoir, de la richesse et des rôles dans la région? C'est une question à laquelle aussi il faut réfléchir, et vous, comme l'un des acteurs de cette force de contestation, je crois, vous êtes plus que d'autres amenés à réfléchir, parce que c'est bien sympathique de dire oui, on est tributaire du jeu régional, mais entre-temps, il y a quelque chose à faire au niveau intérieur, il y a un homework à faire au niveau intérieur qui fera qu'on pourra ou non relever ou bénéficier des dividendes de quelque résolution régionale que ce soit une résolution par la négociation ou une résolution par la guerre. Ça m'amène à ma conclusion, à mon quatrième point, les scénarios de sortie et à quoi on peut s'attendre. Je vais être simple et peut-être un tout petit peu pessimiste ou obscur, malheureusement. Si nous restons dans la situation dans laquelle on est, telle que je l'ai décrite au niveau intérieur, c'est-à-dire si le mouvement reste dans cette sorte de limbe dans laquelle il est au niveau programmatique, organisationnel, stratégique, c'est-à-dire incapable d'abord de se définir lui-même, de dire ce qu'il veut vraiment au-delà de certaines thématiques très générales, et de stratégiser d'abord la chute du pouvoir, c'est-à-dire de savoir comment il va faire chuter ce pouvoir et ce qu'il veut faire de ce qui restera du pouvoir par la suite. Si on reste dans cette situation, si on reste aussi face à un pouvoir qui est sans doute aujourd'hui très largement à bout de souffle, peut-être même moribond et mort, mais qui continue à s'agripper à ce qu'il est, qui continue à former un gouvernement, qui continue à pouvoir jouer le jeu de la coercition violente, qui continue à pouvoir jouer des clivages anciens, parfois communautaires, d'autres non, etc., pour pratiquement en fait utiliser une sorte de stratégie douce de contre-révolution. Le Liban est en train de vivre ce que d'autres pays arabes ont vécu en termes de contre-révolution, mais de façon très intelligente et très douce et très fluide, je dirais. Si on reste dans tout cela, et si la crise économique, la crise régionale ou la scène régionale continue de se déployer comme elle est en train de se déployer, les scénarios au Liban sont assez noirs, en fait, assez glauques. Le premier scénario, c'est celui qu'on commence peut-être à voir, c'est-à-dire le glissement à partir d'une violence sociale, individuelle, une violence de désespoir due à l'effondrement, à la faim, à la catastrophe économique, etc., mais qui s'articulerait plus tard, progressivement plus tard, ce n'est pas dans très longtemps, dans un mois, 2 mois, sur la conflictualité régionale qui va continuer à monter du fait du bras de fer qui se joue dans les mois prochains, vers une violence qui, elle, devient plus organisée, plus structurée, c'est-à-dire une violence qui prend prétexte de la défense du territoire des micro-territoires, la défense des groupes, la circulation d'armes telle qu'on est en train de la voir, la constitution de petites milices, non pas de milices comme pendant la guerre. Et là, il faut garder à l'esprit le fait que l'une des forces structurées du pays, et je reviendrai là-dessus dans quelques secondes, qui est en train aussi de prendre la crise de plein fouet, c'est la force qu'est l'armée libanaise, qui aujourd'hui voit le salaire du soldat tomber pratiquement tous les jours. Elle va arriver, la solde du soldat va arriver probablement un jour à 40-50 $. Ce jour-là, je ne sais pas très bien quelle sera la capacité de l'armée à maintenir
encore un tant soit peu dans un esprit républicain l'ordre dans ce pays. Il faut donc peut-être s'apprêter à voir une sorte de, moi j'ai appelé ça dans le commerce du Levant, la somalisation du pays, c'est-à-dire en fait l'effritement du pouvoir central, la décentralisation de la sécurité et pratiquement un retour à une sorte de morcellisation du territoire, mais non pas organisée comme on l'a connu pendant la guerre, mais avec une sorte de fluidité très forte et donc une violence un tout petit peu diffuse et incapable d'être organisée, parce qu'une violence, ça s'organise aussi, contrairement à ce que certains peuvent penser. L'autre scénario de crise, l'autre scénario de sortie, c'est sur base de cette situation-là, d'effritement de la sécurité, de montée des périls, de crainte de voir les choses complètement échapper, c'est de voir les deux forces, les deux seules forces structurées dans ce pays, avec toute leur crise aussi dans laquelle elles sont, j'en ai parlé tout à l'heure, la crise de l'armée, mais aussi le Hezbollah est en crise, bien entendu, mais relativement à d'autres forces politiques, sécuritaires et sociales aussi, parce que ce sont des forces sociales. L'armée, ce n'est pas seulement les 60 000 militaires, mais c'est toute leur famille. Le Hezbollah, ce n'est pas seulement les 25 ou 30 000 combattants, mais c'est toute une société sur une bonne partie du territoire libanais. Ces deux forces politiques et économiques et sociales qui, à ce moment-là, peuvent se dire on ne peut pas laisser faire cet effritement tel qu'il est en train de se jouer parce que cela met en jeu nos intérêts vitaux. Et à ce moment-là, il peut y avoir la tentation de la prise du pouvoir ou de ce qui reste du pouvoir par l'une ou l'autre des forces et aussi peut-être, même si aujourd'hui c'est un tout petit peu lointain, par les deux forces conjuguées qui, à ce moment-là, feraient un deal d'une certaine façon sur la distribution de l'échiquier politique. Je ne touche pas à la question de tes armes, mais je sauve la situation sociale et sécuritaire. J'ouvre la porte peut-être à une certaine relation avec le monde occidental si certains technocrates acceptent de jouer le jeu d'un pouvoir de la sorte. Un scénario comme celui-là n'est pas à exclure complètement. Bien entendu, il reste des détails qui ne sont pas des petits détails à régler, c'est-à-dire quelle serait l'attitude, par exemple, des États-Unis par rapport à l'armée libanaise si elle rentrer dans ce scénario-là, quelle serait la réaction de tel ou tel acteur régional, je pense à Israël, si un scénario comme celui-là, dans lequel le Hezbollah serait pratiquement prééminent, pourrait être. Donc ça, c'est la deuxième, c'est bien entendu la deuxième grande question. Le troisième scénario qu'on pourrait appeler de nos voeux, malheureusement, je ne le vois pas encore, c'est celui justement à partir duquel la troisième voie, celle que des forces comme vous pensent constituer ou constituent parfaitement ou imparfaitement, celui de la troisième voie, mais qui repose les questions à partir desquelles on a commencé cet exposé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment? D'abord, qui on est? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et est-ce que cette troisième voie, elle va se déployer sur le mode du jeu institutionnel? Et à ce moment-là, c'est-à-dire jouer les élections dans 2 ans ou 1 an et 8 mois, mais à ce moment-là, cela nécessite de mettre sur pied un agenda concret, phasé, calendarisé, de constitution de programmes, de constitution de forces, d'élaboration, d'émergence de figures capables de porter ce programme, etc. Et ça, je ne le vois pas encore. Ou est-ce que cette troisième voie, elle va jouer justement de la probabilité de l'effondrement, en sachant qu'elle a en face d'elle, à ce moment-là, à faire face à deux forces énormément capables, peut-être pas de gouverner le pays, mais en tout cas de reprendre le gouvernail, à savoir l'armée et le Hezbollah. Et qu'est-ce qu'elle fait pour se préparer à cette éventualité? Dans les deux cas de figure, moi je crois que la troisième voie ou la troisième force, celle que vous constituez, celle que vous représentez, celle que je peux penser aussi, à laquelle j'appartiens d'une façon ou d'une autre, je crois qu'il lui reste à ce moment-là un énorme travail à faire, bien entendu en gardant à l'esprit ou à l'œil qu'il y a des dynamiques économiques, politiques, sociales à observer au sein du Liban, sur la scène domestique ou intérieure. Bien entendu qu'il y a une courbe régionale
qu'il s'agit d'observer comme le lait sur le feu, c'est-à-dire quelle va être la chance d'un deal irano-américain après l'élection d'un nouveau président américain ou de la réélection du président actuel, quel va être l'avenir du pouvoir en Syrie, qu'est-ce qu'il va garder comme moyen d'ingérence sur la scène libanaise, puisqu'il ne faut pas non plus se leurrer à cet égard ou à ce niveau. Structurellement, la Syrie est un pays ingérant au Liban et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut garder tout cela à l'esprit, regarder ces courbes, mais tout cela n'exonère pas les forces de la protestation, n'exonère pas ceux qui prétendent apporter une troisième réponse. Et là, je fais référence au Bloc national et à d'autres, bien entendu. Cela ne les exonère pas, bien au contraire, de se pencher le plus vite possible, ce soir avant demain, sur l'énorme chantier qui reste à faire et qui, à mon avis, est resté intouché pratiquement depuis le 17 octobre, c'est-à-dire le chantier programmatique et le chantier organisationnel. Je vais m'arrêter ici, je m'excuse si je finis sur une note un tout petit peu noire, mais je pense que, vu la situation, je crois que personne ne me contredira, il y a très peu de lumière dans ce tableau général. Merci. Monsieur Bahout, merci infiniment pour l'acuité de cette description et la finesse avec laquelle vous avez décrit cette situation. Je vais essayer de partir du dernier scénario pessimiste, comme vous l'avez qualifié, et le relier à la révolution. Quand vous dites que la troisième voie, il faut qu'elle s'organise, et j'en suis tout à fait d'accord, mais face à la force qui se trouve en face d'elle, qui sont toutes les deux des forces armées, que ce soit le Hezbollah d'un côté ou l'armée de l'autre, j'ai envie de vous demander quel est encore l'avenir possible de cette révolution, même si elle arrive à se structurer. Bon, je crois qu'on a un tout petit peu répondu à cette question au cours dans l'exposé. J'ai essayé de répondre ça et là, mais si je dois rassembler, disons, les éléments de réponse, c'est là un peu où on retrouve pratiquement les contradictions structurelles du mouvement, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a, et vous l'avez bien dit là dans votre question, il y a une partie du mouvement qui considère que la révolution, au fond, ou la révolte, ou le mouvement de protestation, s'est fait contre le pouvoir, mais en fait, la partie la plus prédominante du pouvoir étant le Hezbollah, c'était une révolte contre le Hezbollah. Ça, c'est une partie de la rue qui le pense, et elle continue à le penser. Une autre partie, je crois savoir que vous en faites peut-être un tout petit peu plus partie, tend à dire, oui, peut-être, mais il y a une exception qui s'appelle le Hezbollah, la question de la résistance, la question, en gros, chiite au pouvoir, etc. Il faut peut-être l'aborder sur un mode un tout petit peu plus gradualiste, sinon négociatoire. Et là, c'est une des lignes de clivage profondes de la révolution, du mouvement révolutionnaire ou du mouvement de protestation. Je pense personnellement que cette question, il faut soit, non pas hypocritement la mettre de côté, mais la mettre en débat au sein des forces de la troisième voie, soit dire, d'accord, on n'est pas d'accord sur cette question, et que chacun prenne à ce moment-là ses responsabilités face à cette question. Ça veut dire, en fait, cliver le mouvement en deux, même si c'est risqué. Cette question-là, à mon avis, elle ne se résoudra pas par une entourloupe formelle dans un communiqué. C'est-à-dire, elle ne se résoudra pas simplement par le fait d'écrire dans un communiqué « Nous sommes pour la souveraineté totale de l'État libanais sur son territoire, etc. » Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut rentrer dans le détail. Par exemple, il faut rentrer dans le détail, et là, c'est des questions de sciences politiques qu'on connaît très bien dans d'autres pays, par exemple, de ce que veut dire... au Liban, on emploie cette métaphore de la stratégie de défense nationale, mais de ce que veut dire la démobilisation d'une force armée lorsqu'elle va être intégrée à l'appareil d'État. Je sais que ce sont des questions très compliquées, qui fâchent peut-être, qui peuvent faire sauter certains de mes interlocuteurs maintenant, mais ce sont des questions qu'il faut aborder. C'est-à-dire, il faut dire tout simplement, à moins de penser que l'Iran va s'effondrer à partir de la strangulation américaine et que l'effondrement de l'Iran va mettre le Hezbollah à genoux et qu'il va venir à genoux
quémander sa place dans le système politique libanais. Ce que moi, je ne pense pas un instant. Mais à moins de penser ça, il faut commencer à penser à l'autre alternative qui est, à mon avis, la plus réaliste, qui est de se dire il y aura peut-être une résolution à la question iranienne dans la région, mais un parti comme le Hezbollah, c'est une énorme force sociale, c'est aussi une énorme force politique et militaire. Comment on va l'absorber dans les institutions défensives, politiques, constitutionnelles, etc. au Liban, un tout petit peu comme on a absorbé d'autres forces militaires à la sortie de la guerre, sans pour autant refaire les fautes qu'on a faites en 92 et 93, et je sais que c'est un oxymore ici et que c'est très difficile à résoudre, en remettant cette force au fond, quelque part, au-dessus de nos têtes de nouveau pour 40 ans. Là, il faut regarder des cas, il faut faire ce que les politologues comme moi passent leur vie à faire, c'est-à-dire à lire des cas comparatistes. Comment on a démobilisé le Sinn Féin en Irlande? Comment on a démobilisé l'ETA dans le Pays basque? Comment on a intégré ou on n'arrive pas à intégrer les forces du Hashd al-Sha'bi dans les forces régulières en Irak, etc., etc. Ce sont des choses qu'il faut regarder de façon extrêmement concrète, voir quels sont les coûts et les risques de chaque choix et y penser. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce moment de fort désarroi par rapport à la crise économique et de forte désorganisation des forces de la troisième voie, je crois que ce type de question n'est pas posé, ou en tout cas, il n'est pas posé de cette façon. Et je crois que pratiquement des forces un tout petit peu rationnelles, qui ont la tête froide, etc., devraient prendre le risque de poser les questions telles qu'il faut les poser, quitte à ne pas emboîter le pas ou quitte à perdre parfois une partie de l'attrait populiste, parce que c'est très facile de dire oui, on veut que le Hezbollah remette demain ses armes. À qui il va les remettre? Comment il va les remettre? Et est-ce que le Hezbollah va se réveiller demain avec le Saint-Esprit qui lui tombe sur la tête et qui va le pousser à dire « Ah, j'ai été un peu méchant depuis quelques années, maintenant je vais remettre mes armes à l'État libanais et devenir une troupe scout au Liban ». Je crois qu'on ne va pas arriver à ce résultat comme ça et donc il faut peut-être penser à autre chose. Admettons qu'on choisisse la voie de la négociation, comme vous l'avez appelé avec le Hezbollah, c'est-à-dire mettre le problème des armes de côté. Et ma question est double. Attendre l'hypothèse où, après les élections américaines, il va y avoir peut-être une solution de ce côté-là. Mais admettons qu'on adopte cette solution, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que le Liban ait accès aux aides internationales, que ce soit par le FMI ou par CEDRE ou par etc., les conditions qui sont posées sont des conditions de réforme, mais pas seulement. Il y a la condition des frontières qui ne sont pas contrôlées, etc., etc. Et c'est là où le serpent se mord la queue, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on attende les négociations et qu'on ne fasse pas ça par la force, mais est-ce que la situation économique du pays peut attendre et comment, sans ces aides? Et sans ces aides, comment fait-on? Donc, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est les élections américaines, vous l'avez mentionné tout à l'heure. On ne sait jamais comment les États-Unis vont réagir face à l'Iran, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont continuer à les étrangler comme ils le font par les sanctions pour les amener à négocier et être forts dans la négo avec eux, ou alors, sait-on jamais, on l'a déjà vu, comme ils l'ont fait avec la Corée du Nord, finalement finir par négocier plutôt rapidement. Est-ce qu'ils ne vont pas choisir plutôt de refaire un deal autre qui ne sera pas forcément à l'avantage du Liban? Alors, sur la première question, moi, je crois que j'ai été très clair et j'ai pratiquement dit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, j'ai dit, on est dans une course entre la situation économique et la situation régionale. Est-ce que le moment où le régional va se conclure, se clarifier, que ce soit la guerre ou la négociation, il restera quelque chose
debout au Liban encore à tirer? Est-ce qu'il y aura encore des marrons à tirer du feu? C'est la question, je l'ai posée, et moi je pense que l'effondrement économique aujourd'hui, il est probablement plus rapide que la résolution de la crise régionale dans un sens ou dans l'autre. Mais nonobstant le pari qu'on fait sur la situation régionale, ce que j'ai dit aussi en conclusion, et c'est peut-être ma réponse à la question, et c'est là où le serpent, si vous voulez, oui, il se mord la queue, mais on peut peut-être commencer à lui arracher quelques dents pour que la morsure soit moins totale. Et parce que c'est du gradualisme, ce n'est pas du noir et blanc. Je pense qu'une partie des réformes qu'il y a à faire au Liban et qui sont au cœur de ce que nous disent nos interlocuteurs occidentaux, elles sont des réformes qui peuvent se faire, non pas, ne gênent pas probablement l'entièreté, si vous voulez, de l'existence du Hezbollah. Ma connexion est instable, je sais. Oui, c'est pas ce que grave. mon ordinateur me dit. Oui, mais à ce moment-là, il faut quelque part qu'il y ait une acceptation par le Hezbollah, et je pense qu'il est en train d'y arriver, que ne rien faire à cet égard risque d'effondrer le toit de la maison sur tout le monde, y compris sur lui. Je prends un exemple. Ce que le FMI nous demande, ou CEDRE nous demande, c'est plusieurs questions sur lesquelles il a à voir, lui, le Hezbollah. La question de l'électricité, par exemple, ou la question des frontières et des douanes. D'accord? Ces deux questions, elles supposent que, d'abord, il y ait une partie de la mafia politique qui accepte d'arrêter la distribution de ce qu'elle tire de ce marché, je parle de l'électricité, pour évacuer la question des 40 milliards de déficit qu'on accumule depuis 1992, sur laquelle, en fait, le Hezbollah est partenaire en faisant quoi? D'abord, il défend l'un des deux partenaires du deal, à savoir le courant patriotique. Donc, il lui passe ses caprices au nom de la défense du courant patriotique du Hezbollah vis-à-vis de la scène politique locale et internationale. Sur la question des frontières, ce qu'importe au Hezbollah, je ne crois pas il fait de l'argent avec cette question-là, mais je ne crois pas que c'est ça qui l'intéresse au premier chef, c'est la question stratégique avec la Syrie, le passage des armes, etc., etc. Là aussi, il y a du donnant-donnant à faire, c'est-à-dire que si on peut dire au Hezbollah, ou on peut commencer à jauger avec le Hezbollah la question, je sais que ce que je dis est très hasardeux et très compliqué, mais de dire, bon, très bien, si aujourd'hui, après que vos partenaires au pouvoir aient fait des milliards de dollars avec la question d'électricité, mais qu'on peut commencer à la régler aujourd'hui parce que ça débloquera une partie des aides internationales, ça ne va pas débloquer le tout. D'accord? Si on peut se mettre d'accord, par exemple, et je pense que le Hezbollah y est pratiquement prêt à fermer certains passages aux frontières, tout en continuant à dire que la question des relations stratégiques, par exemple, de la question du déploiement stratégique du Hezbollah en Syrie, à ce moment-là, ailleurs, c'est une autre question, bien entendu, qu'il faudra résoudre aussi, est quelque chose qui n'a rien à voir avec le contrôle des douanes au port, à l'aéroport, sur certains passages de la frontière terrestre. Je crois qu'on peut découpler ces questions et que ce débat-là, il est à faire. Le problème, je vais vous dire très franchement où il est. Je crois que le problème n'est pas dans ce qu'on dit au Hezbollah. C'est qui le dit au Hezbollah. Je crois que dans cette question-là, ce n'est pas le fond du problème qui pose problème. C'est l'interlocuteur. Je crois que l'ensemble des forces qui aujourd'hui brandissent ce slogan sont des forces qui se sont elles-mêmes, à mon avis, disqualifiées de cette négociation-là. Je le dis malheureusement, c'est-à-dire que des forces qui, à tort ou à raison, sont peut-être soupçonnées par le Hezbollah ou l'Iran d'être des forces qui, entre guillemets, sont dans le complot contre lui, ne peuvent pas aller lui parler de cela. C'est un peu ça que je veux dire. La force qui devrait pouvoir faire ça, c'est une force qui n'est pas, et là on retrouve la question du clivage, si vous voulez, entre le 14 et le 8, etc. C'est une force qui est en dehors de ce clivage-là. C'est pour ça, au premier moment de la révolution, si vous voulez, après octobre, moi, ce qui me rendait un tout petit peu, disons, optimiste ou un tout petit peu hopeful, comme on dit, c'était qu'il y avait une partie de la révolte et des gens qui étaient dans la rue
qui venait du 8 mars et une partie qui venait du 14 mars. Le problème, c'est qu'en reclivant ou en rebrandissant certains slogans politiques, on a remis le clivage entre ces deux sociologies de la Révolution. Je pense que ce moment, il est largement passé aujourd'hui. C'est pour ça que ma réponse à votre question, malheureusement, elle sera de dire, malheureusement, on va devoir attendre la résolution régionale, mais là où je suis plus optimiste, ou là où je suis plus, si vous voulez, constructif, c'est de dire, en attendant cette résolution régionale, et là on revient à la question de la course entre l'effondrement et le régional, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui et qui nous permettront de mieux être ou d'être en meilleure position pour cueillir les fruits de la résolution régionale. Par exemple, aujourd'hui, la question du FMI sur le chiffrage des pertes, moi, je défie quiconque de me dire si dire qu'on a perdu 14 milliards de dollars, comme le dit le gouverneur de la Banque centrale, ou si, comme le dit le gouvernement, certains experts, etc., on a perdu 60 milliards de dollars, est-ce que c'est une position qui est pour ou contre le Hezbollah? Moi, je ne sais pas laquelle est pour ou contre le Hezbollah. Ce que je sais, c'est qu'une partie, c'est que le Hezbollah est supposément du côté de ceux qui disent que la perte est de 60 milliards, mais qu'une partie des alliés du Hezbollah est en train aujourd'hui de couvrir ceux qui disent non, elle est de 14 milliards. Là, on n'est plus dans du 14 et du 8, on est dans de l'économie, on est dans un débat d'experts. Cette question-là, elle doit se régler en dehors du clivage 14-8 mars. Elle doit se régler entre experts économiques qui vont dire voilà ce qu'on a perdu, voilà ce que le FMI nous réclame, voilà comment on va aller à la négociation, et les autres questions, on en parlera après. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques jours, par exemple, l'ambassadeur de France, lors de son intervention à la LBC. Il a parlé de tout cela. À aucun moment, il n'a semblé mettre à l'avant-plan comme condition de négociation avec la communauté internationale, que ce soit le FMI ou CEDRE, le fait que le Hezbollah rende ses armes, par exemple. Il a parlé de la question des frontières, il a parlé de la réforme de l'électricité, il a parlé de la réforme de la TVA. Je crois que tout ça, on peut en parler. Tous ensemble, y compris le Hezbollah. Mais bien entendu, si on vient lui dire, bon, tout ça, on va en parler, mais en fait, ce qu'on veut, c'est t'édenter demain matin et mettre fin à tout ton projet régional, etc. Ce qui est peut-être quelque chose qu'il faut souhaiter. Moi, je le souhaite à long terme. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat et je n'ai pas les moyens d'en parler comme ça. Donc voilà, il faut tout simplement savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devra faire demain, comment on peut faire ce qu'on veut faire aujourd'hui et comment on fera ce qu'on veut faire demain. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Parce que sinon, c'est faire du sloganisme. Pour revenir à la Révolution, une des revendications de la Révolution était la laïcité. Vous avez dit dans l'interview que vous avez donnée au Commerce du Levant que le Hezbollah prône le non-communautarisme. Qu'est-ce qu'il leur a su? Pas tout à fait. Il prône le a-communautarisme, comme vous disiez. Je peux clarifier. Est-ce que c'est bien ça? Oui, allez-y, allez-y. Non, ce que j'ai dit, et c'est à mon avis une question fascinante au Liban, j'ai dit que l'appel à la décommunautarisation au Liban, qui est une très vieille rengaine, hein, qui court depuis les années 50 ou 60, à l'époque où votre parti était un parti encore ouvertement en faveur du système communautaire, l'appel à la décommunautarisation au Liban, ça a souvent été un appel porté par des forces communautaires. C'est ça que je dis dans l'interview. Je fais référence par exemple à Amal ou à Hezbollah, qui sont des forces pour moi complètement communautaires, mais qui, c'est ce qu'Ahmad Baidoun a appelé l'appel communautaire à la décommunautarisation. Mais néanmoins, comment vous l'expliquez? Donc, que le Hezbollah appelle à ça. Et c'est là où on est dans les faux semblants, si vous voulez, parce que pour certaines forces sociales et communautaires, etc., qui pensent peut-être que la mécanique des nombres et de la démographie, etc., dans un système acommunautaire leur donnerait plus d'avantages qu'ils n'en ont dans un système communautaire, c'est un peu le calcul qui est fait. Donc moi, ce que je dis dans l'interview, c'est qu'il faut faire bien attention à savoir qui appelle
à la communautarisation, à la décommunautarisation. Et je dis que le Hezbollah, peut-être dans certains de ses textes programmatiques, et dans son programme même, ou dans certains de ses discours, appelle à la décommunautarisation politique, et je souligne 4 fois politique, d'accord? Mais en fait, d'abord, n'appelle pas à la laïcité, et là, on confond décommunautarisation politique et laïcité, ce n'est pas du tout la même chose, et c'est aussi un vieux débat des années 70 et des années 60, lorsque l'islam politique au Liban appelait à la décommunautarisation politique, c'est l'appel du sommet de Doha, de Haramoun en 74, je crois, en 75, ou le texte du mouvement national en 73, d'accord, et que les forces chrétiennes au Liban répondaient en appelant à la laïcité et à la sécularisation totale, en sachant qu'au niveau du statut personnel, c'était irrecevable de la part des musulmans. C'est un zajal politique au Liban qu'on connaît parfaitement. On fait cet exercice depuis 60 ans, depuis 50 ans. On ne va pas le refaire aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Donc aujourd'hui, aborder cette question nécessite d'abord de savoir qui sont les forces qui elles-mêmes sont acommunautaires, et le Hezbollah n'en est pas une, et de savoir pourquoi les forces communautaires appellent à la décommunautarisation, on le sait, et de savoir comment on peut passer à une décommunautarisation graduelle qui, au fond, comme dans d'autres pays de la région, et je fais référence à l'Irak et à la Syrie bassiste, qui étaient des pays acommunautaires, se sont retrouvés en fait des pays gérés communautairement par une minorité agissante au nom de l'anticommunautarisme. Donc voilà, c'est ne pas rentrer dans ce débat, là encore, avec 2-3 slogans sympathiques en disant « moi je suis laïque, je veux que le pays soit laïque ». C'est très joli ça, mais ce n'est pas comme ça que ça va marcher aussi, puisqu'il faut programmer cette question, il faut savoir qui sont vos alliés dans cette bataille et savoir quels sont les domaines sur lesquels on porte le fer dans un premier temps pour ensuite porter le fer dans un deuxième temps. Est-ce que c'est la question, par exemple, du statut civil? Est-ce que c'est la question du mariage civil? Est-ce que c'est la question non légale de l'habitation? Est-ce que c'est la question de revoir, par exemple, les conseils d'administration des grandes compagnies au Liban qui, même si demain le pays devient acommunautaire, sont toujours formés sur des bases très largement communautaires? Ce n'est écrit nulle part dans la loi, mais ça continue à exister. Il faut savoir exactement de quoi on parle, non pas seulement d'un point de vue juridique et constitutionnel, mais d'un point de vue très éminemment sociologique et d'un point de vue du rapport de force réel dans le pays. Le Liban, vous l'avez évoqué tout à l'heure, a toujours été le point, la jonction entre l'Orient et l'Occident, le point d'entrée de l'Occident dans l'Orient, et ça depuis des siècles. Alors, dans quelle mesure le Liban pourra-t-il garder cette place compte tenu de 3 éléments? Le premier, c'est le désintérêt croissant des États-Unis pour la région, en tout cas en apparence, du fait que probablement aucun pays européen n'agira seul pour le Liban, en dépit des liens, je dirais, affectueux de la France pour le Liban et qui sont largement réciproques entre les Libanais et les Français, et compte tenu du fait que l'Europe politique n'existe pas encore, comment est-ce que le Liban va pouvoir garder sa place entre l'Orient et l'Occident? D'abord, la question Orient et Occident, surtout dans ces termes-là, Orient et Occident, je crois qu'elle est un tout petit peu aujourd'hui, pas dépassée, mais elle est un peu désuète dans ces termes-là. On fête aujourd'hui, enfin cette année, les 100 ans du Liban. Cette équation-là, ni Orient ni Occident, si tant est que ces termes ont été utilisés, je ne pense pas qu'ils ont été utilisés mot à mot par Bachar al-Khouri et Riyad Salah, mais c'était un peu, on va arabiser les chrétiens du Liban et libaniser les musulmans du Liban. C'était ça l'équation de Riyad Salah. On a traduit ça par le Nini sur lequel Georges Nahash a réagi en écrivant « Deux négations ne font pas une nation ». Bon, on ne va pas refaire ici un cours d'histoire constitutionnelle du Liban. Je crois que cette question, elle est d'abord aujourd'hui très dépassée pour une multitude de raisons. D'abord, comme vous l'avez très bien décrit, le système mondial est en train de changer. Il a changé, en fait, il a muté. Le système régional a muté. Et je rappelle, si on veut revenir à l'histoire, que tout cela était très, disons,
pertinent peut-être à un moment où d'abord il n'y avait pas la guerre froide. Je rappelle que le ni Orient ni Occident au Liban, il s'est fait à un moment où il n'y avait pas de guerre froide, il n'y avait pas de conflit israélo-arabe, il n'y avait pas de pays émergents à l'Est. Donc c'est un monde paléolithique aujourd'hui, c'est un monde qui ne ressemble plus à rien. Est-ce que ça veut dire que l'esprit du Nini ne doit pas persister? Moi, je pense qu'un pays comme le Liban ne peut, et ce n'est pas une posture idéologique ou philosophique ou de valeur, c'est une posture pragmatique disons, d'analyse géopolitique et de sociologie politique du pays. C'est un pays qui doit le plus possible minimiser son implication dans les frictions et les tensions entre les axes régionaux et internationaux. Ça ne veut pas dire n'être rien, ça ne veut pas dire être complètement neutre par rapport aux grandes questions, mais ça veut dire éviter de devenir une partie active dans le conflit entre les axes qui nous entourent. D'accord ? Ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que c'est quelque chose qui ramène aussi à la constitution de la société libanaise. Je vais peut-être vous faire ici, vous me permettrez, en 3 minutes, un petit cours de sciences politiques, mais le Liban fait partie de ce qu'on appelle les pays à système politique consociatif. D'accord ? Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est-à-dire les pays de consensus, où le pouvoir est composé par consensus et où la décision se prend par consensus, plus ou moins. Évidemment, il y a des moments où ce consensus n'est pas assuré. Dans ces pays-là, et ils sont étudiés par la sociologie politique essentiellement scandinave, etc., ces pays-là, pour qu'ils fonctionnent, ils doivent remplir 3 conditions au moins, ou plutôt 3 conditions doivent être remplies. La première, c'est qu'il y ait des élites politiques suffisamment capables de compromis. Celles du Liban, malheureusement, ont plus été capables de compromission que de compromis. La deuxième condition, c'est que l'économie dans ce pays soit suffisamment redistributive pour qu'il n'y ait pas de polarisation sociale et géographique entre les entités qui composent le pays. Malheureusement, c'est exactement le contraire qu'on a fait depuis la création du Grand Liban, parce qu'on a eu une classe politique largement marchande, très profondément tertiarisée, etc., concentrée sur Beyrouth, et le pays ne s'est pas développé équitablement. Et la troisième condition pour qu'un régime consociatif fonctionne, c'est qu'il y ait un environnement stable et pacifié, un environnement régional stable et pacifié. Or, c'est exactement aussi ce qu'on n'a pas eu, et ce n'est pas de notre faute. Depuis 1948, puisqu'il y a eu le conflit israélo-arabe et ses suites, il y a eu la guerre froide depuis 1948, puis ensuite il y a eu le conflit irano-arabe à partir de 1978, le conflit islamo-occidental après le 11 septembre, etc. Et aujourd'hui, on est dans un conflit à multi-étages, etc. Donc en fait, les trois conditions, si vous voulez, du système consociatif, en fait, on les a jamais vraiment remplies. Et c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on peut répondre à la question de savoir pourquoi le Liban est constamment traversé par des conflits depuis son existence. Aujourd'hui, si on veut continuer à pouvoir tenir le pari de ce système-là, il faut au moins essayer de travailler sur les questions sur lesquelles on peut travailler. D'abord, l'économie redistributive, et c'est pour ça que ce n'est pas un luxe au Liban, c'est une nécessité, à mon avis, structurelle, une économie suffisamment capable d'assurer une sorte de bien-être généralisé, c'est-à-dire qui redistribue suffisamment. Et on revient à la question clivante dont je parlais tout à l'heure, sur quelle économie on veut demain. Et la question entre la gauche-droite, ou si vous voulez, qui va payer pour les pertes, etc. Et la deuxième réponse, à mon avis, c'est largement une réponse qui nous prendrait vers une sorte de neutralité active, entre guillemets, dans la région. Évidemment, on fait partie de la famille arabe, donc sur la question du conflit israélo-arabe, nous sommes tenus par une série de choses, mais à la limite, si je veux être cynique, je dirais que c'est une fausse question aujourd'hui, puisque la plupart des pays arabes sont en train pratiquement de devenir plus pacifistes avec Israël que les Palestiniens eux-mêmes. Ce n'est pas pour les excuser, au contraire, je crois qu'ils sont en train de faire fausse route sur cette question. Sur la question iranienne,
Justement, il s'agit de ne pas non plus être engouffré dans ce qu'on écrivait tout à l'heure, c'est-à-dire le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran et les pays du Golfe. Et je suis un peu navré, moi, de voir que certaines forces politiques au Liban, je ne parle surtout pas de la vôtre, mais dans le même discours ou dans le même paragraphe ou dans la même phrase, appellent à une neutralité du Liban et puis disent tout d'un coup nos amis naturels, ce sont les pays arabes du Golfe, etc. Il faut aller prendre de l'argent de chez eux, alors qu'on est en plein conflit entre les pays du Golfe et l'Iran. Donc, on fait sauter la neutralité par définition. Ce n'est pas pour dire qu'il faut bouder ces pays-là, mais il faut aussi penser qu'on peut construire et qu'on doit construire une économie qui n'est pas qu'une économie de la mendicité et une économie de la rente pétrolière indirecte, parce que non seulement ce n'est pas bien pour l'économie, et deuxièmement, ce n'est pas bien pour la neutralité qu'on essaye de garder et de maintenir. Justement, comme vous parlez de neutralité, évidemment, j'allais évoquer ça puisque le patriarche Rahi a appelé à la neutralité du Liban et qu'il a rencontré le président de la République cet après-midi. Est-ce qu'on ne fait pas une confusion et je ne fais aucune critique, bien évidemment, au patriarche. Vous pouvez, je ne suis pas du tout un papophile. Non, c'est une vue de l'esprit, c'est pour poser la question. Est-ce qu'on ne fait pas un amalgame finalement entre la neutralité qui consiste à être à égale distance de tout le monde et moi j'allais dire au contraire, est-ce que ça ne devrait pas se traduire par une ouverture sur tous les axes je dirais à égale distance et de manière équilibrée sans adopter aucun axe, mais la neutralité consisterait plutôt dans un retrait alors que ce que je décris serait peut-être plus actif qu'une position de retrait. Je vous rejoins, oui, volontiers. Enfin, c'est un débat un tout petit peu, à mon avis, un débat lexical, c'est-à-dire la neutralité, est-ce que c'est un retrait ou c'est passif? Est-ce que l'ouverture aux autres, c'est actif? Il y a ce qu'on appelle la neutralité active et la neutralité passive en droit international aussi. Bon, on rentre là dans des choses techniques, mais moi, je pense un peu comme vous aussi, que la neutralité ne veut pas dire… D'abord, la neutralité au Liban, c'est un peu comme l'appel à la décommunautarisation. Très souvent, parfois, l'appel à la neutralité au Liban se fait par des forces qui sont tout sauf neutres, ou plutôt des forces qui veulent tout sauf la neutralité du Liban. Pour elles, être neutre, c'est par exemple être pro-occidental, par exemple. D'accord? Mais donc là, il s'agit aussi de faire très attention à ce qu'on dit. Mais je pense que oui, s'ouvrir, d'autant plus que, et vous le disiez très bien tout à l'heure dans votre description rapide du système mondial aujourd'hui, on est en train de passer à un monde qui n'est peut-être pas encore multipolaire, mais en tout cas un monde dans lequel l'unipolarité ou la bipolarité n'est plus de mise, c'est-à-dire un monde où il y a aujourd'hui des pays émergents. Et là, on peut faire facilement de l'architecture multiple, de la géométrie variable. On peut avoir de très bonnes relations culturelles avec certaines parties du monde, de très bonnes relations économiques et commerciales avec d'autres parties du monde, de bonnes relations politiques avec tout le monde et des relations diasporiques, puisque le Liban est un pays diasporique. Donc, par définition, il ne peut pas être fermé à une grande partie du monde, puisqu'il n'y a pas que des Libanais au Canada, en Amérique du Nord et en Europe. Il y a des Libanais en Afrique, bientôt en Asie, beaucoup. Peut-être en Amérique latine. Et donc, par définition, le Liban est un pays pour qui la multipolarité est une chance et une ressource. Donc, il faut la jouer à fond. Et c'est une raison de plus, si vous voulez, pour aller dans le sens que vous décrivez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous pose une question rapide qui a été posée par un internaute qui nous écoute concernant la Turquie que vous n'avez pas mentionné dans ce panorama. Qu'est-ce que rapidement vous la situez, vous la placez comment sur cet échiquier par rapport au Liban? D'abord, la Turquie est un pays… Bon, je comprends un peu le soubassement de la question. Je ne vais pas me laisser entraîner sur des questions d'églises transformées en mosquées, puis transformées en musées, puis transformées en… C'est pas du tout ce qui m'intéresse. La Turquie est un pays… D'abord, c'est une grande puissance de la région, comme d'autres. C'est en tout cas une puissance moyenne de la région.
On a avec la Turquie un passé qui n'a pas toujours été heureux et qui n'a pas toujours été négatif non plus. Il y a certaines parties du pays qui continuent à tenir la Turquie en relative sympathie et d'autres en très grande hostilité. Donc, il ne s'agit pas du tout de rentrer justement dans ces débats-là. Mais par contre, la Turquie est un partenaire aujourd'hui, par exemple, commercial intéressant pour le Liban. Je crois que c'est évident, ça ne fait de doute pour personne. Mais surtout, là où c'est intéressant, à mon avis, ce n'est pas tellement par rapport au Liban, mais par rapport à la région. Aujourd'hui, la Turquie est un acteur qui a une prétention à construire l'ordre régional avec l'Iran, avec la Russie, avec l'Égypte, avec certains pays du Golfe. Ça se voit en Libye, ça se voit dans la crise du Golfe, ça se voit surtout en Syrie. La Turquie est un pays qui est aujourd'hui pratiquement peut-être au tiers le pays sur lequel va reposer l'avenir de la Syrie à travers le format d'Astana. Donc forcément, c'est un pays avec lequel il faut qu'on ait un dialogue stratégique. Mais comme toujours, on bute, Maître Barrett, sur la même question. Avoir un dialogue stratégique avec quelqu'un ou une puissance ne veut pas dire être allié avec cette puissance ou être ami avec cette puissance. On peut avoir un dialogue avec tout le monde à condition de savoir ce qu'on veut, à condition de dire aux gens là où on est d'accord avec eux et là où on n'est pas d'accord avec eux. Dire il faut parler avec la Turquie ou avec l'Iran ou avec l'Arabie saoudite ou avec l'Égypte ou avec le Chili ne veut pas dire être aligné sur ces pays. Ça veut dire aller leur parler comme acteur constitué, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il peut demander à ces gens-là et qui, lorsque ces gens-là lui demandent quelque chose, est capable de dire oui ou non selon ses propres intérêts. Pour moi, c'est ça la politique internationale. Ce ne sont ni des questions d'amour et de passion, ni des questions de relations ancestrales, etc. Parce qu'à ce compte-là, on ne parlerait qu'à une poignée de pays dans le monde. Je vais terminer, si vous voulez bien, sur une note un peu militante, puisque vous avez voulu piquer, animer un peu le débat en parlant du secret bancaire et en disant que l'artisan était Raymond Aidé, qui était donc le hamid du Bloc national. Et là, je m'exprime en mon nom personnel de militante, pas en nom du Bloc. C'est vrai qu'il a créé le secret bancaire, il en est l'artisan, mais c'est vrai aussi qu'il a créé le contre-pouvoir de ce secret bancaire qui est la loi sur l'enrichissement sans cause. Et que si les deux avaient été appliqués en parallèle, peut-être ne serions-nous pas là. Je vous le concède. Bon. Écoutez, merci infiniment de ce webinaire. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires, si non, vous les voyez en même temps que moi. Ils sont dithyrambiques, je ne vais pas vous les citer. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie les amis que je vois, enfin dont les noms apparaissent ici et ceux que je ne connais pas pour m'avoir écouté. Et désolé si j'ai été peut-être un peu noir et si peut-être aussi j'ai été insuffisant sur certaines réponses. Je crois que c'est un débat qu'il faut toujours avoir et on continuera à le faire ici, à Paris ou ailleurs. Voilà, j'espère que vous accepterez dans quelques mois à nouveau notre invitation. La situation aura, je l'espère, un peu évolué. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.